Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance un peu plus confuse sur les marchés depuis quelques jours après l'échéance du mois de mai qui se déroulait vendredi dernier et un regain de volatilité, de stress, de tension qu'on peut observer sur différentes classes d'actifs, à commencer par les marchés actions en Europe, avec un joli gap à la baisse ce matin pour les indices européens qui retombent sur leur plus bas depuis 2 mois environ, depuis la fin du mois de mars, autour de 7250 points pour le CAC 40 parisien, qui affiche d'ailleurs une baisse un peu plus lourde que les autres indices, une baisse d'1,8%. Le poids du luxe notamment a joué hier dans cette phase de consolidation un peu appuyée qu'on peut observer. On a vu des dégagements effectivement importants sur le secteur du luxe, venant de performances boursières évidemment spectaculaires. On peut noter également que le sujet de l'inflation continue de perturber les marchés et les investisseurs, avec une marque d'inflation au Royaume-Uni pour le mois écoulé qui montre une résistance encore assez surprenante de l'inflation dans les biens au cours du mois précédent au Royaume-Uni, qui peut ébranler peut-être certaines convictions. On pensait que l'histoire inflationniste des biens était largement derrière nous. Est-ce que c'est encore un sujet qui n'est pas totalement réglé? Ça reste pour l'instant très UK spécifique, avec des mouvements sur le marché obligataire britannique et sur le sterling qui sont un peu plus significatifs qu'ailleurs. Et puis bien sûr la question du plafond de la dette aux États-Unis, avec une échéance qui se rapproche et là aussi qui peut amener un peu de tension, de peur peut-être même sur les marchés. On voit le VIX, l'indice de volatilité des marchés actions américains, qui est remonté autour de 19 ces dernières heures. Du côté des banques centrales, nous aurons les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait début mai. Ces minutes seront publiées ce soir et permettront peut-être d'éclairer les investisseurs sur le concept de pause qui a été vendu au marché par Jérôme Powell lors de ce meeting. Est-ce que la pause équivaut à 100% à la fin des hausses de taux, ou est-ce qu'une pause est d'abord une séquence stricte d'attente, d'évaluation de la situation avant de réfléchir au prochain mouvement en matière de politique monétaire? Les prochaines réunions de Banque centrale auront lieu mi-juin, 13 et 14 juin pour la Fed et le 15 juin pour la Banque centrale européenne. Nous parlerons de tous ces sujets avec nos 2 invités en plateau qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure, et des questions autour des stratégies d'investissement qui semblent appropriées dans ce contexte de marché un peu confus. Marie de Lessac, Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Lenouaille, Avantgarde Investment, seront avec nous en plateau pendant cette émission. Commençons effectivement par une évaluation un peu globale de la situation de marché en cette fin de mois de mai. Marie de Lessac est avec nous, je le disais en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On pourra parler spécifiquement effectivement de ce petit retour de stress qu'on observe depuis quelques heures, depuis 2 jours maintenant sur les marchés. Mais reprenons peut-être la séquence depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine début mai. On a eu quand même une séquence relativement calme sur les marchés. Il ne se passait pas grand-chose jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, Marie. Oui, effectivement. Donc début mai, on a eu cette réunion de la Réserve fédérale qui a laissé entendre que ces décisions seraient beaucoup plus dépendantes des données économiques et des statistiques, et donc une pause probablement à venir. On a eu la séquence des résultats d'entreprise qui finalement était bien meilleure qu'attendu, et donc là aussi ça a amené un peu plus de sérénité sur les marchés, pas forcément une forte progression parce que les marchés avaient déjà beaucoup progressé auparavant. Mais du coup, depuis ces 2 événements, on va dire, le marché se focalise plus sur les données économiques et la prochaine échéance qui est le relèvement du plafond de la dette américaine. Ouais. Donc, en fait, on a l'impression dans sa globalité que le marché n'a pas tellement acté ce relèvement du plafond de la dette, ou en tout cas cette évolution à venir. Historiquement, la volatilité sur les marchés, dans ces négociations, elle arrive vraiment juste quelques jours avant la date fatidique qui est censée être le 1er juin. Là.
Après, quand on regarde un peu sous la surface, on a quand même quelques éléments qui ont un peu réagi. On va trouver les taux très courts américains, donc vraiment les échéances de T-bills tout début juin et mi-juin, on voit une nette différence dans le taux, donc qui marque effectivement cette défiance. On a aussi tout ce qui est coût de la protection contre un défaut, donc les CDS américains, là aussi qui ont pris de la valeur, donc ça marque bien effectivement ce point sur la négociation de la dette. Et dans d'autres classes d'actifs, on peut voir le dollar. Alors sur ces derniers jours, peut-être que la hausse du dollar qui continue peut être aussi un espèce d'investissement refuge. Et même au sein des actions, en fait, pareil, ces derniers jours, pas forcément avant, mais une partie de la très forte hausse qui continue sur tout ce qui est méga cap américaine, donc les Big Five, elle peut être expliquée aussi par ce sentiment un peu de défiance sur les marchés. C'est un mouvement défensif. On peut retrouver l'idée un peu du risk-off quand on voit cette poignée de méga cap être portée. Ces valeurs ne sont pas forcément un investissement défensif en soi, mais perçu comme tel, on va dire, par les investisseurs. Donc on voit quand même que c'est un peu pris en compte. Et puis après, plus on approche de la date, effectivement, on va voir un peu de volatilité se matérialiser. Sur l'évolution des négociations, hier, la réunion s'est terminée sans décision et même sans prochaine réunion prévue. Donc c'est aussi ça qui a fait un peu baisser les marchés américains hier soir. Ça laisse un peu de doute sur l'issue. Oui, alors évidemment, il y a toujours un petit doute. Même si on commence à avoir l'habitude de ce genre de folklore, de drama, et on ne sera pas étonné que le drame ou le folklore se joue jusqu'au bout, peut-être, entre la Maison-Blanche et le Congrès républicain, démocrate, etc. Alors on peut toujours passer du temps à réfléchir au what-if scénario, et si le Trésor américain n'honorait pas ses factures à partir du 1er juin, du 2 juin, du 8 juin, etc. Il y a aussi l'idée centrale quand même que ce plafond de la dette sera à un moment relevé, ce qui ne sera pas sans impact d'ailleurs sur les marchés, Marie, et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que du point de vue du Trésor américain, de Janet Yellen, le plafond il a déjà été atteint depuis plusieurs mois, depuis le mois de janvier. Et depuis ce moment-là, le Trésor américain agit sous contrainte, obligé de tirer sur son compte courant, pour dire les choses un peu trivialement. Et donc, il faut s'attendre à ce que le Trésor américain soit obligé à un moment de reconstituer ses réserves courantes une fois que le plafond aura été relevé. Effectivement, depuis mi-janvier, en fait, le gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles pour pouvoir honorer ces paiements. Et c'est en fait la date du 1er juin donnée par Mme Yellen, on arrive au bout de ces mesures exceptionnelles. On ne peut plus compter sur ces mesures exceptionnelles pour honorer les paiements. Alors, il y a aussi cette date qui est remise en cause, donc là aussi, probablement un peu de volatilité qui peut continuer. Donc, si on se met après, parce que oui. C'est vrai, personne n'anticipe, les risques d'un défaut américain sont très très faibles. Alors, en plus d'un défaut de crédit quasiment zéro, parce que même si elle ne peut plus honorer ses paiements, elle honorera ses paiements d'intérêt et décalera d'autres paiements. Mais si on se met après, en disant au final on va arriver à trouver un accord, à ce moment-là, il va falloir que le Trésor reconstitue ses liquidités, effectivement, sur lesquelles elle a tiré pendant ces presque 6 mois, qui sont proches de zéro. Et donc ça va drainer de la liquidité sur les marchés. Ouais. Et on sait que les marchés financiers, l'évolution des marchés financiers est aussi beaucoup liée à cet apport ou ce retrait de liquidité. On l'a vu sur les dernières années avec un apport constant de liquidité. On l'a connu fin 2018 avec au contraire un retrait de liquidité. On avait vu cette baisse des marchés fin 2018 un peu importante. Là, pour nous, c'est un risque pour le mois de juin et après, parce qu'on va avoir cette reconstitution des liquidités du Trésor, donc aux États-Unis, qui va drainer de la liquidité. En même temps, on a le quantitative tightening de la Fed qui est toujours en cours.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, en zone euro, on a la BCE qui va aussi retirer les TLTRO. Et là aussi, c'est un gros montant. Les banques vont rembourser toutes les liquidités à taux très préférentiels qu'elles ont pu obtenir ces dernières années. Donc là, on parle de plusieurs centaines de milliards peut-être de repaiements attendus fin juin. Tout à fait. On avait déjà eu une première étape en fin d'année dernière. Et donc là, la seconde étape est prévue au mois de juin. Et donc, en fait, on va avoir en même temps plusieurs sources de retrait de liquidités. Et donc là, ça peut faire peser effectivement un risque sur les marchés financiers. Oui, et puis au-delà même des TLTRO, la réduction passive du bilan de la Banque Centrale Européenne va changer de régime à partir de l'été. Et on a toujours une interrogation sur que fera la Banque du Japon, qui reste encore le dernier bastion de politique monétaire accommodante, d'achat aujourd'hui. Tout à fait, effectivement. Alors en fin d'année dernière, on avait eu des phénomènes qui allaient à l'encontre de la baisse des réserves. C'est-à-dire que déjà, si on voit en dollars, la baisse du dollar avait permis de maintenir en dollars à peu près ces réserves. Et on avait la Chine et le Japon qui, elles, injectaient des liquidités, et notamment le Japon pour tenir ses taux d'intérêt. Là, elle a probablement moins besoin de le faire. Et donc là aussi, ça va être des liquidités en moins qui arriveront sur le marché ou qui n'arriveront pas sur le marché. Ça veut dire que dans cette deuxième partie d'année qui arrive, plus que jamais encore, liquidité, ce sera un point d'attention majeur pour les marchés et ce sera un point clé également dans la construction des stratégies d'investissement. Marie. C'est un point d'attention majeur. Donc nous, ça nous fait effectivement conserver une position quand même un peu prudente sur les actifs risqués. À côté de ça, on reste quand même investi à un minimum parce qu'on voit que les entreprises arrivent à délivrer des résultats et à passer cette période, que pour l'instant, elles ont toujours effectivement ce pricing power, notamment en Europe. Et donc du coup, on va plutôt adapter, par exemple, aux États-Unis. On a eu effectivement un fort rallye des méga caps américaines, de tout ce qui est technologie, etc. Probablement sur un mouvement de défiance ou d'anticipation de récession, et puis aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle qui est sur le devant de la scène. Mais là, pour le coup, on pense qu'on est allé un peu loin. Et surtout, sur les derniers jours, en fait, on a vu un écart se creuser entre l'évolution des taux et l'évolution de ces valeurs, qui normalement est assez liée. Et donc, cet écart est probablement dû effectivement à peut-être une petite défiance. C'est ce que vous disiez, l'idée d'un refuge. Et ça, pour le coup, notamment lorsque la situation sera réglée, on doit pouvoir revoir un retour de ce point de vue-là et un resserrement. Donc, plutôt de la prudence sur les très grosses capitalisations américaines. Et donc, essayer d'investir sur... il y a un indice, par exemple, SP500 Equal Weight, et oui, bien sûr. Qui lisse ces effets de capitalisation et qui, pour nous, a un certain intérêt actuellement. Et qui donne une vision assez différente de celle qu'on peut avoir du marché américain quand on regarde le SP500 avec le poids de ces méga caps. Ça permet de rester investi sur ces valeurs et en même temps de profiter d'une remise à niveau. Sur le marché obligataire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on a vu quand même à un moment, on s'est dit voilà, pause égale future baisse de taux. On a vu les taux courts quand même qui ont pas mal rebaissé à un moment. Et puis, on voit le mouvement tout de suite en sens inverse. On est encore dans l'idée qu'il y a des risques de contre-pied importants sur ce marché obligataire. Oui, tout à fait. Donc, en revanche, nous, on reste quand même persuadés que on ne reverra pas des anticipations de hausse des taux des banques centrales et notamment de la Fed comme on l'avait avant la crise bancaire régionale où les investisseurs se posaient la question de savoir si la Fed n'allait pas monter ses taux jusqu'à 6%. Donc ça, pour le coup, pour nous, c'est derrière nous. Et donc, du coup, en fait, les taux sont quand même un peu capés à la hausse. Et quand on a des mouvements de hausse de taux comme ça, pour nous, c'est plutôt une opportunité pour aller chercher de la duration et remettre un peu de duration dans les portefeuilles. Déjà, c'est un rendement qui n'est pas inintéressant sur ces niveaux-là. Et en plus, ça reste un investissement qui est protecteur. On l'a vu dans les quelques phases un peu de crise sur les banques régionales en mars, début mai. Quand on a un mouvement un peu risk-off, les taux réagissent à la baisse et sont vraiment protecteurs dans une construction de portefeuille.
Même si on voit que dans un moment là comme aujourd'hui, bon, la corrélation n'est pas forcément non, parce qu'effectivement, là, le marché est en train de se poser des questions. Voilà, c'est ça, le marché reste sous tension quand on a une correction des actifs risqués. Il reste des tensions, donc il faut y aller peut-être progressivement, mais à moyen terme, pour nous, c'est un investissement qui a du rendement intéressant et qui est protecteur en cas de crise. Est-ce que s'éloigner un peu dans une idée de diversification de l'épicentre américain, Fed, plafond de la dette, etc., en regardant, alors dans les émergents, bien sûr, ou au Japon également, hein, qui revient sur le devant de la scène. On a fait les gros titres avec le retour du Topix, du Nikkei sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis les Walkman Sony. Est-ce que c'est des endroits où il y a de l'intérêt pour y être aujourd'hui Il y a effectivement quelque chose, je pense, qui se construit au Japon. Ils avaient eu des chiffres économiques un peu décevants en fin d'année dernière, et là on voit vraiment que la réouverture qu'ils ont mis en place finalement fin d'année dernière, c'est finalement assez récent, prend de l'ampleur et se développe. En plus, ils profitent aussi finalement de la réouverture chinoise parce que les touristes peuvent revenir au Japon. Et donc, on l'a vu sur les chiffres, les PMI hier, qui étaient très forts. Ouais. Et même contrairement aux autres zones géographiques, au Japon, ça a progressé et sur le manufacturier et sur les services. Donc, il y a effectivement une dynamique positive de ce point de vue-là. Il y a une réforme du marché boursier japonais, le Tokyo Stock Exchange, qui pousse les entreprises à faire un peu plus de retour à l'actionnaire et qui a pour but de faire monter la valorisation des entreprises japonaises, parce qu'effectivement, elles sont moins valorisées que sur les autres marchés, que ce soit, et surtout qu'aux États-Unis. Donc, ils pensent qu'il y a un potentiel pour redonner de l'attrait à ce marché. Et donc, il y a quelque chose qui se construit à très court terme. Vu la hausse qu'on a eue ces 2 semaines, on pourrait profiter d'un retour pour investir. Mais ce n'est pas juste tactique, il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui se construit. En revanche, avec une croissance qui tient vraiment, une inflation qui est forte, on va avoir le retour sur le devant de la scène de cette discussion sur le yield curve control et la Banque du Japon. Et là, on aura probablement, je pense que ce qui les a retenus, c'est peut-être que la croissance avait du mal à redémarrer. Là, si on a l'inflation et la croissance, ils vont avoir plus de marge de manœuvre pour agir là-dessus. Donc peut-être plutôt, on a eu une petite sous-performance de la value au Japon avec les autres marchés là, ces derniers temps. Donc peut-être plutôt value japonaise, donc plutôt Topix que Nikkei, si on veut rentrer dans les indices. Et donc voilà, mais sur un retour de marché. Ouais. Merci beaucoup Marie. Merci pour votre éclairage sur la situation du moment sur les marchés. Marie de Lessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Poursuivons la discussion sur le plan des marchés et de l'investissement avec Kevin Lenoy, directeur des investissements d'Avantgarde Investments avec nous en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Je vous laisse reprendre peut-être les éléments d'analyse qui vous intéressent dans la discussion qu'on a pu avoir avec Marie. Un point qu'on n'a pas forcément détaillé, c'est la partie un peu macro. Avec une lecture très très difficile, on l'a esquissé d'un mot, mais on a un grand écart entre le monde manufacturier, industriel, quand on regarde en tout cas les niveaux d'enquête réalisés auprès des entreprises, et le monde des services qui au moins se stabilise à haut niveau, voire continue d'accélérer. On peut parler même d'un segment un peu booming de l'économie aujourd'hui, de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui fait que sur les marchés, un investisseur qui a envie d'être bearish, il va trouver des éléments pour l'être. Absolument. Un investisseur qui a envie de rester constructif, il trouvera également des arguments solides en face pour continuer de l'être. Situation particulière quand même. Très particulière, un excellent résumé a priori en effet, et je m'entends tout à fait sur ce qui a été dit avant. Il est clair qu'on est aujourd'hui dans une phase qui est quand même, si on doit tirer un premier bilan de ces premiers mois, ça reste quand même assez euphorique de ce qui s'est passé, mais vous avez raison de tirer un point, c'est que même aujourd'hui avec le brouillard que l'on a vis-à-vis de la dette et ce qui a été dit, on a des marchés qui restent quand même relativement scotchés sur de beaux niveaux. Le marché achète en effet 2 hypothèses, à mon avis. Le premier, c'est évidemment sur la croissance, vous évoquez la macro, plutôt des anticipations de bonne tenue, si ce n'est de légère accélération européenne depuis le début de l'année, on avait eu l'occasion d'en parler, et même aux États-Unis de soft landing, d'atterrissage en douceur. Pourquoi pas, là-dessus on peut éventuellement s'entendre, même si sur l'aspect américain,
on a plutôt un biais récessif nous concernant, on peut y revenir. Le deuxième point, et c'est celui qui me semble pour le coup paradoxal, qui ne nous fait pas fuir du marché mais qui nous fait être prudent, c'est sur les taux, évidemment. On en a évidemment beaucoup parlé. Globalement, aujourd'hui, la pause des taux, notamment de la Fed, nous semble être un bon scénario aujourd'hui. On entend relativement ça. Par contre, la pause de taux n'est pas absolument pas un prélude à la baisse. Or, aujourd'hui, on a la sensation, quand on regarde non seulement les dots, mais aussi, malgré tout, les différents scénarios qui nous sont proposés, que le marché achète encore une baisse de taux. Et ça, c'est même plus que paradoxal. C'est quasiment dystopique, puisque ça ne fonctionne pas avec le premier point, la première hypothèse non récessive. Ouais. Aujourd'hui, sur ces niveaux d'inflation, comme vous le dites, sur ces niveaux d'activité, on a du mal à imaginer aujourd'hui que la Banque centrale ait une velléité, mais même un intérêt à rabaisser les taux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose, encore une fois, qui est... j'enlève dystopique, mais en tout cas paradoxal. Oui, votre idée, c'est que le ralentissement de l'économie américaine, ok, mais très progressif, très graduel, en tout cas un ralentissement qui ne serait pas suffisant et suffisamment rapide pour être cohérent avec des baisses de taux peut-être dès l'automne du point de vue de la Réserve fédérale américaine. Non, parce que la vue que je vous donne, c'est plutôt celle du marché. D'accord. Aujourd'hui, nous concernant, en fait, j'ai quasiment la sensation qu'il faut écouter soit le fixed income, mais c'est relativement classique, très pessimiste historiquement, ou l'equity, comme d'habitude, très optimiste. Je dois avouer que globalement, nous on penche aujourd'hui beaucoup plus du côté du fixed income, dans le sens où globalement, on achète encore une fois cet environnement récessif américain. Environnement récessif ne veut pas dire environnement critique, on le dit assez régulièrement. Ça peut être une récession type 2001, avant évidemment World Trade Center, qui est relativement soft et qui permet simplement justement un recadrage des taux, notamment une repentification, ce qu'on a pu aujourd'hui. Ouais. On a vu à un moment un début de mouvement de repentification qui a été tout de suite stoppé avec le 2 ans qui est revenu à 4,40 hier, effectivement, un 10 ans autour de 3,75. Qu'est-ce qui vous fait pencher à ce stade sur le plan macro pour un biais récessif, comme vous le dites, côté américain, horizon fin d'année peut-être Horizon fin d'année, absolument. Globalement, aujourd'hui, on sent des niveaux assez euphoriques, vous l'avez spécifié. Et aujourd'hui, quand on regarde finalement les pôles, on voit très bien en effet que les pôles de production sont en excellente santé. Et encore une fois, on ne peut que se féliciter de voir cela. On voit les résultats et on voit les anticipations. Quand on voit du côté de la consommation, évidemment, ça se passe là aussi plutôt bien. On a toujours ce biais, mais peut-être est-ce une erreur, sur la fin, entre guillemets, de la surépargne qui aujourd'hui nous effraie. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a pu encaisser un choc inflationniste fort du fait de l'épargne. Et c'est absolument bienvenu pour évidemment les investisseurs, mais aussi pour les épargnants, très clairement. On se demande jusqu'à quel niveau, justement, on va avoir cette fin entre guillemets, de surplus, entre guillemets, d'optimisme possible. Alors ça nous fait clairement douter. C'est une approche qui est totalement macro. Si on écoute la micro, comme vous le dites, on a très clairement envie aujourd'hui de rester boule. C'est ça qui est perturbant. Et j'écoutais le promoteur immobilier américain. Alors c'est plutôt du haut de gamme, Toll Brothers hier, qui publie ses résultats. Non seulement les résultats sont stratosphériques, mais la demande est strong. Absolument. Dans un marché immobilier où on a des yeux inquiets en permanence, des taux de mortgage à 7%, où tout le monde se dit attention, ça va être la fin du monde, etc. Bon, le promoteur, un des plus gros promoteurs américains, dit non, on n'a pas assez de logements, on est en pénurie et la demande est très très forte. Les gens veulent acheter encore aujourd'hui. Absolument. Mais il ne faut pas oublier que l'effet non pénurie ne veut pas dire non plus l'effet non critique. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où on peut tomber dans un univers très de grande pénurie, entre guillemets, enfin de pénurie, mais malgré tout basculer en environnement récessif. Et on le voit, ne serait-ce déjà dans certaines anticipations bénéficiaires, on est quand même du côté récessif. Sur le plan de l'investissement, comment on gère effectivement alors, cette situation de prudence, mais sans être totalement dans un schéma critique, comme vous dites, Kevin. En termes de rendement, là, où est-ce qu'on a envie d'aller chercher du rendement? Où est-ce que les primes de risque paraissent confortables aujourd'hui pour essayer de préserver le capital et de le préserver face à l'inflation? C'est toujours un peu l'objectif. Absolument. Deux temps, finalement, si on regarde le court terme, très concrètement, je pense qu'on n'a pas envie de rester sur de l'action. Ça ne nous empêche pas de le faire parce qu'on est plutôt sur un positionnement moyen terme. À court terme, pour reprendre le point des primes de risque, si on regarde aujourd'hui sur un environnement européen, éventuellement, ça peut paraître plus attractif. On prend un CAC, on doit être sur des primes de risque entre 400 et 500 bips. Pourquoi pas? On va les mettre à court terme nous concernant. On est globalement en territoire positif, évidemment. On va y revenir sur les États-Unis, c'est pas le cas, ou en tout cas, on est vraiment à la lisière. Mais en Europe, on y est. Malgré tout, si on tire le trait depuis 2005, globalement, on est clairement sur des niveaux qui sont bas. Donc aujourd'hui, le risque paie moins, même en Europe.
Et surtout, le risque coûte cher. Donc, ça laisse pas de place à la déception. Tant mieux, on a vu les dernières publications, elles se sont très bien passées. Donc, ça donne de l'eau au moulin, mais on le voit évidemment. Même si les valorisations dans l'ensemble ne sont pas tendues, on a des poches, entre guillemets, de tension qui se voient sur les 2 dernières séances. Aux États-Unis, c'est encore plus particulier. On est sur des primes qui sont déprimées, pour ne pas dire proches de zéro. On est au plus bas là depuis 2005. Ça s'explique évidemment par la courbe de taux qui est éminemment intéressante pour les investisseurs. Donc globalement, si on se positionne à court terme, pas d'action. Il n'empêche, concernant la réponse, c'est on conserve, nous, nos positions actions en grande qualité. On peut y revenir. Il y a sûrement une peur, entre guillemets, aussi de se tromper quand on voit la qualité de la micro. Mais on conserve nos positions quality, nos positions pricing power, évidemment, elles restent en magasin. Le grand tournant depuis, évidemment, le début d'année, c'est le fixed income. Et globalement, ça, sur un environnement plus court terme, même si on peut redéfinir le court terme, le fixed income, pour nous, a fait son grand retour dans les portefeuilles. De quelle manière? Parce que c'est vrai que c'est vaste quand même, oui, comme univers. Non, mais Pardon. on a envie. Non, mais si, mais justement, c'est très intéressant. Au-delà du bond Zarbach, Absolument. On préfère être court, le plus court possible en duration. Est-ce qu'on est prêt à aller chercher un peu plus loin sur la courbe de la duration aujourd'hui? Est-ce qu'on préfère de la dette publique? Ou est-ce qu'on préfère de la dette d'entreprise? Et si oui, de quelle catégorie? Comment on peut affiner un petit peu justement cette stratégie sur le fixing? Ça faire exception à d'habitude, je vais vous répondre un peu de tout dépend où on va. Ouais, voilà. On a commencé profil et de l'horizon. Il y a un vrai changement, mais on a commencé depuis le début d'année pour reprendre ce fil-là, plutôt sur du corporate, donc sur de l'obligation d'entreprise européenne, investment grade. On ne tombe pas dans le high yield, les spreads aujourd'hui sont trop serrés. Trop serrés. Alors, on a un mouvement qui peut redevenir attractif, mais aujourd'hui, en fait, le risk-reward par rapport à du investment grade, notamment sur la tranche triple B, si vous voulez encore plus de qualité, ça peut se rediscuter, mais sur la tranche triple B, ça peut nous suffire. Du triple B aujourd'hui, duration 3 ans, globalement, on reste dans cette duration-là, on insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt envie de passer le cap, justement, inflationniste, et on se dit qu'on redéfinira les choses, soit si les spreads se retendent. En Europe, ils sont un peu plus tendus, mais ce n'est pas suffisant encore une fois, même sur l'investment grade, soit éventuellement si on a une redéfinition inflationniste. Ça, c'est encore autre chose. Donc, européen, corporate, investment grade, 3 ans, ça fonctionne très bien. Enfin, ça fonctionne très bien en tout cas, ce n'est pas la panacée, mais depuis le début d'année, on arrive à traiter certains papiers. Il faut aller le chercher souvent en direct, c'est la difficulté. 4,50, 4,80 sur des bons papiers triple B aujourd'hui. Donc, ça reste pas très loin de l'inflation, comme ça, exactement. Surtout parce qu'on considère, encore une fois, que d'ici la maturité, on aura revu les anticipations inflationnistes. C'est pour ça que ça nous convient. Donc ça peut aller plus long duration aujourd'hui, non, parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir de sensibilité au portefeuille. Beaucoup moins en tout cas. On a fait du zéro coupon déjà sur de la duration courte, donc on se remet quand même un peu de sensibilité, mais on a quand même une tendance à faire et de la duration inférieure à 5 ans si on doit déborder 3 ans, avec quand même du coupon pour s'éviter des mouvements de taux trop violents. La vraie différence par rapport à il y a quelques semaines, c'est un retour dans nos portefeuilles, ça a été très débattu, du 10 ans américain. En tout cas, du position longue américaine en portefeuille, non couverte, précisons-le. Dans quel objectif? Ça a été dual. Parce que 3,75, oui, c'est bien, mais il n'y a pas besoin d'aller sur du 10 ans américain pour trouver du 3,75, vous le disiez. Absolument. Non, le point, c'est que globalement, il était dual. Il était de repartir également sur un peu de dollar. J'allais dire, il y a 2 pattes. La première, c'est la patte dollar qui nous effrayait aussi pour se mettre sur du 10 ans. Même pour avoir un effet airbag bond, ça ne suffit pas. Quand on était sur des niveaux qui étaient des niveaux proches de la parité, il est clair que prendre du dollar en portefeuille non couvert, non. Un retour indice à 11, on s'est reposé la question. Donc globalement, aujourd'hui, ce que vous avez, c'est qu'on considère qu'on a un déport sur 1 an qui pourrait même aller jusqu'à 1,12. Même le déport à 1,12, en fait, on le paye avec le coupon. Donc potentiellement, déjà, on a amorti ce premier choc-là. Il y a ensuite un autre effet qui nous intéresse beaucoup plus, c'est évidemment l'effet de protection de nos portefeuilles. Globalement, on a parlé de prime de risque. Aujourd'hui, on conserve des positions equity non couvertes dollar, c'est évident. Par contre, aujourd'hui, commencer à réintégrer du dollar parce qu'on a un scénario excessif, on juge que c'est cohérent. Encore une fois, dans un scénario à la 2001, on ne peut pas tout faire, on peut pas faire une année sur ce scénario-là. Un scénario à la 2001, globalement, sur un 10 ans, maturité constante, mais peu importe, on arrivera aujourd'hui à aller chercher entre 5 et 7% sur des périodes relativement courtes. Donc globalement, on prévient nos investisseurs qu'on ne pourra certainement pas gagner sur les 2 tableaux. C'est évident. Mais en effet, couverture, ça nous convient. Et surtout, étant donné qu'on avait plutôt couvert des positions equity il y a quelques mois, on n'est pas mécontent de réintégrer du dollar dans de la clientèle privée.
Merci beaucoup Kevin, très Avec clair, plaisir. précis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux en plateau. Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde Investments, et Marie Delessac, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.